cette session de neuroimagerie, qui sera présentée par Élise Roger. Donc Élise a soutenu sa thèse l'année dernière, en fin de mémoire, une thèse qui a été réalisée ici à l'UNAM, au laboratoire de psychologie et neurocognition, et qui portait sur, entre autres, l'élaboration d'un connectome du langage. Donc aujourd'hui, tu es en post-doctorat au laboratoire de psychologie et neurocognition, où tu continues à travailler sur ces techniques de connectivité cérébrale et d'approche multimodale en IRM fonctionnel. Et donc, ta présentation, on va nous parler un petit peu des techniques de connectivité et de théorie des graphes plus particulièrement. Exactement. Merci beaucoup, Élie. Donc, effectivement, je me suis accrochée. Je suis encore en post-doctorat au LPNC et dans l'équipe de Monica Bachou. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une introduction à la connectivité cérébrale, ou en tout cas à la connectivité dans les neurosciences cognitives, et puis aussi à la théorie des graphes, qui finalement est un outil qui nous permet d'étudier cette connectivité. Et je vais essayer de faire cette introduction en vous montrant un peu l'intérêt de ces méthodes de connectivité, appliquées, en les ayant appliquées sur nos travaux, et notamment sur nos travaux sur le langage. Donc je vais essayer de vous en montrer l'intérêt dans le langage. Hop, on va faire comme ça. Donc, la connectivité cérébrale connaît un essor actuellement. On parle beaucoup de connectivité, et notamment parce que la connectivité et la théorie des graphes permettent de modéliser des systèmes très complexes en des formes plus simples, notamment composées de nœuds et puis d'arêtes entre ces nœuds. Et donc, c'est particulièrement intéressant dans le domaine du cerveau, dans le domaine cérébral, puisque le cerveau est un organe qui est quand même très complexe, qui va traiter différents stimuli, des stimuli internes, interoceptifs, émotionnels, mais aussi des stimuli externes, perceptifs, sensoriels, et puis qui est composé de nombreuses cellules, sans compter le nombre de synapses qui vont relier ces différentes cellules. Et donc la connectivité dans ce cadre-là a un intérêt particulier. Et puis, donc le cerveau est composé d'un cortex qui a une cytoarchitectonie propre, avec donc une composition du tissu qui va varier selon les régions cérébrales, et puis donc qui va nous permettre d'identifier différentes parcelles, comme par exemple des parcelles anatomiques, qui vont dériver ou non de cette cytoarchitectonie, ou encore des parcelles fonctionnelles ou des parcelles multimodales. Et donc sur la base de ces parcelles, qui vont être finalement des régions cérébrales, on va pouvoir essayer de caractériser le réseau cérébral, donc à l'échelle des aires ou des régions cérébrales. C'est ce que moi je fais dans mes travaux parce que j'utilise l'IRM et que l'IRM est une méthode qui globalement me permettrait éventuellement de traiter des populations ou un ensemble de neurones, mais plus généralement plutôt des régions cérébrales. Donc je m'intéresse plutôt à l'échelle macroscopique ici. Et puis je vais venir sur ces régions cérébrales, essayer de caractériser le réseau le graphe cérébral, selon différentes échelles, selon une finesse d'échelle différente, avec au niveau local, essayer de voir à quel point une région cérébrale a tendance à être interconnectée avec le reste du réseau. C'est ce qu'on appelle des hubs, des régions qui sont fortement connectées entre elles, ou encore à un niveau intermédiaire, essayer d'identifier quelles sont les régions qui ont tendance à faire des clusters ensemble, c'est-à-dire à être plus fortement connectées entre elles qu'avec le reste du réseau. Et puis à une échelle globale, j'essaye de voir aussi ce qui se passe au niveau du réseau cérébral global ou du réseau qui est impliqué dans une fonction particulière. Et donc, pour ce faire, on peut utiliser différents biomarqueurs. Donc, par exemple, dans le cadre de l'IRM, puisque c'est ce que j'utilise en particulier, on va pouvoir utiliser des biomarqueurs anatomiques, et notamment qui vont mesurer l'épaisseur corticale, par exemple, donc des propriétés en lien avec la substance grise cérébrale. On va pouvoir aussi identifier des marqueurs en lien avec l'IRM de diffusion, donc plutôt de la structure de la substance blanche, comme Pauline en a parlé tout à l'heure, ou alors en lien aussi avec de la tractographie. Et puis, au niveau fonctionnel, on va pouvoir utiliser des biomarqueurs IRM fonctionnels de repos, puisque dès le repos, on s'est rendu compte finalement que le cerveau continuait à être préparé à l'action, à engendrer différents types de réseaux cérébraux, et donc avec des biomarqueurs qui pourraient être pertinents. Et aussi au niveau des tâches, et notamment en ce qui me concerne au niveau des tâches du langage. Donc on va pouvoir récolter ces différents biomarqueurs sur une parcellisation donnée de notre choix,
On va ensuite venir mesurer les corrélations entre nos différentes régions cérébrales, et c'est sur la base de ces corrélations-là qu'on va obtenir nos arêtes finalement entre nos graphes. On va venir seuiller ici nos corrélations selon un critère donné, donc pour ne conserver que les corrélations les plus importantes qui nous permettront de construire nos graphes, donc ici en 2 dimensions ou représentés sur le cerveau. Et cette conception-là de connectivité, finalement, ce concept de connectivité, il a permis de redéfinir des concepts, et notamment celui de la spécialisation fonctionnelle. Donc si à l'époque on avait plutôt une vision localisationniste du fonctionnement cérébral, c'est-à-dire avec une région cérébrale pouvant coder pour une fonction particulière, ou ici à l'extrême la forme du crâne finalement qui pourrait coder pour une fonction particulière, voire même pour des traits de personnalité, ou si c'est un bon ou un mauvais mari par exemple, et bien maintenant on est plutôt dans une vision distribuée de la spécialisation fonctionnelle avec la mise en place de différents circuits, des circuits plus locaux et puis d'autres circuits plus distribués et qui ensemble vont nous permettre d'élaborer nos représentations les plus complexes. Et donc c'est particulièrement intéressant de reconcevoir la spécialisation fonctionnelle selon cet axe-là, et notamment en ce qui concerne les fonctions de haut niveau qui vont, elles, nécessiter finalement d'avoir des représentations complexes, comme par exemple pour le langage. Et effectivement, pour le langage, on est passé de cette vision de cortex éloquent, c'est-à-dire de cortex pour lequel, si on a une lésion sur une région focalisée, on aura inévitablement un trouble de langage associé, et donc globalement sur les aires de Broca et Wernicke à l'époque, à une reconceptualisation de cette spécialisation fonctionnelle dans le langage, avec par exemple ici le patient Le Born, qui est un célèbre patient qui a une aphasie de Broca, donc une aphasie expressive, des troubles de fluence verbale, et qui en fait finalement a été réétudié par l'équipe de Michel Thibault de Schoten en 2015, où ils ont essayé de voir quelles étaient les déconnexions, donc déconnexions de la substance grise, mais aussi de la substance blanche, et pour lesquelles ils ont essayé de les corréler avec les troubles de fluence, et ils ont pu montrer que c'est plus les déconnexions qui sont en lien avec ces régions-là que les régions elles-mêmes qui viennent créer des troubles chez les patients. Et donc on a de nouveaux modèles, des modèles beaucoup plus distribués, donc des modèles fonctionnels, par exemple avec des voix, une voix ventrale, une voix sémantique ventrale ici, une voix phonologique dorsale, ou encore des modèles odologiques structuraux qui vont, eux, mettre en avant les différents faisceaux qui sont impliqués dans les fonctions du langage, qui sont donc des modèles qui vont supplanter les modèles localisationnistes précédents. Et dans ce cadre-là, on a mené une étude qui nous a permis de compléter un peu et de préciser un peu ces modèles-là en essayant de faire ce qu'on appelle un connectome du langage. Et pour ce faire, on a utilisé ici comme biomarqueur des IRM fonctionnels de tâches, et en particulier de 13 tâches différentes. Donc on a 150 individus, des sujets jeunes et puis des sujets âgés, pour lesquels on a récolté des données sur différentes tâches. Et de façon intéressante, ce qu'on peut observer en termes de profil, donc c'est une approche data-driven, on regarde les profils déjà des activations fonctionnelles liées à nos 13 différentes tâches. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a différents processus qui semblent être impliqués dans ces différentes tâches, donc des processus plutôt en lien avec la production, d'autres en lien plutôt avec la compréhension par exemple. Et ce qui est plus intéressant encore quand on regarde les profils de connectivité fonctionnelle, c'est qu'on va pouvoir essayer de caractériser les réseaux, la manière dont ces processus engagent le fonctionnement cérébral, comment le fonctionnement cérébral est impliqué dans ces fonctions-là, dans ces sous-processus-là. Et ce qu'on peut voir, c'est que les sous-processus plutôt perceptifs ou de production auront tendance à impliquer plutôt des réseaux fonctionnels de courte distance, c'est-à-dire des réseaux spécialisés et ségrégés au sein du cerveau, donc de courte distance plutôt, tandis que d'autres processus plus intégratifs, comme des processus de compréhension ou encore de sémantique, vont eux impliquer une connexion fonctionnelle longue distance avec des régions cérébrales distribuées à travers l'encéphale. Et d'un point de vue très global, donc au niveau du langage, du connectome du langage global, donc là on prend les 13 différentes tâches et on essaye de voir à quoi représente finalement le graphe associé à ces 13 différentes tâches. Et ce qu'on observe, c'est que sur ce graphe-là, il semble y avoir différentes composantes.
et notamment une composante centrale ici, composée de régions périsylviennes, donc ce sont ces régions ici plutôt en violet foncé, et qui ont tendance à former ce qu'on appelle des rich clubs ou des cliques, c'est-à-dire des régions hub, des régions principales qui sont très fortement connectées, mais plus fortement connectées entre elles qu'avec les autres régions cérébrales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi regarder si ces différents modules, ils ont tendance à être impliqués, quel que soit le processus en lien avec le langage, ou si il existe des différences en lien avec le processus. Et donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un graphe pour chacun des processus du langage, et on vient regarder nos nœuds, comment nos nœuds finalement évoluent à travers ces processus, et notamment pour essayer d'identifier des nœuds qui seraient plus inflexibles, on va dire des nœuds inflexibles, qui vont rester en place dans le même module, quel que soit finalement le sous-processus impliqué, ou des nœuds qui sont plus flexibles et qui, eux, vont avoir tendance à bouger le module en fonction du processus. Et ce qu'on observe ici, c'est que le module M1, donc ce module principal du langage, il a tendance à être relativement inflexible, donc quel que soit le processus à être engagé dans le même module, tandis que pour d'autres modules qui impliquent des régions plutôt frontales exécutives ou encore des régions associatives, eh bien, elles ont tendance à bouger, à varier selon le processus impliqué et donc en fonction de la tâche. Donc on va pouvoir décrire le connectome du langage, on va pouvoir aussi décrire les sous-processus qui sont impliqués dans ce connectome du langage et la manière dont ils ont tendance à être flexibles ou inflexibles en fonction des sous-processus et donc compléter les modèles de langage existants. Et puis grâce à la connectivité, on va pouvoir aussi étudier des configurations plus larges. Donc si jusqu'à présent on étudiait une fonction en particulier, le langage ou la mémoire, et plutôt de façon séparée, grâce à l'étude de la connectivité, on peut maintenant s'intéresser à appréhender ces structures larges qui mêlent à la fois langage et mémoire par exemple. Donc là je vais passer très vite, mais globalement déjà d'un point de vue conceptuel, on se rend compte qu'il y a quand même des concepts qui ont tendance à être proches ou à se chevaucher entre le langage et la mémoire, comme par exemple la mémoire sémantique et la compréhension. Et ce qu'on peut ce qu'on peut observer aussi au niveau cérébral, c'est qu'il y a différents réseaux, ici des grands réseaux fonctionnels qui ont tendance à être connectés entre eux, à être très fortement connectés entre eux. Et si on vient théoriser avec un modèle ici la manière dont ces réseaux peuvent être interconnectés, on arrive à rendre compte de ces chevauchements entre le langage et la mémoire. Donc on va pouvoir étudier des configurations plus larges et on va pouvoir, et on peut se rendre compte que finalement le langage est une fonction qui est pleinement intégrée et qui va engager différents réseaux fonctionnels. Un autre volet intéressant finalement, ou une autre manière intéressante d'utiliser la connectivité, c'est d'utiliser dans le cadre de la neuroplasticité. Ici, par exemple, avec des patients épileptiques qui ont une pathologie dite systémique, c'est-à-dire qu'avant, on pensait l'épilepsie comme une pathologie du cortex qui vient impliquer une portion de cortex restreinte. Et finalement, de plus en plus, on s'est rendu compte que l'épilepsie impliquait à la fois des réseaux épileptogènes, mais aussi des réseaux de propagation et venait finalement perturber tout un large réseau, à la fois à cause de l'excitotoxicité en lien avec les crises, mais aussi à cause des mécanismes de compensation qui vont venir essayer de contrebalancer les effets de l'épilepsie. Et donc on va pouvoir aller étudier la connectivité cérébrale dans cette pathologie et c'est particulièrement pertinent et on a pu l'observer par exemple au repos ici. Dès le repos, on a certaines régions cérébrales qui sont considérées normalement comme étant des hubs chez les sujets sains qui ne sont plus chez les patients, comme par exemple ici chez des patients avec une épilepsie gauche où la plupart des hubs chez les sujets contrôle pour le langage et la mémoire ici sont diminués chez ces patients-là. Et puis on observe un pattern similaire globalement chez les patients avec une épilepsie droite, mais ici avec une hyperconnectivité par exemple de ce cluster frontal. Donc on a des patterns à la fois similaires selon le type d'épilepsie ou la latéralisation de l'épilepsie, mais également un petit peu différentes. On peut étudier donc cette connectivité également en tâches. Donc là, on ajoute un niveau de complexité supplémentaire, mais c'est intéressant aussi d'aller voir quels sont les biomarqueurs qui seraient en lien avec la pathologie en tâches. Et ce qu'a pu observer notamment ma collègue, c'est qu'il existe une reconfiguration des réseaux et des modules dans l'épilepsie entre le repos et la tâche de génération de langage, ici de génération de phrases, par rapport au sujet contrôle.
Et ce qui est intéressant, voire même plus intéressant encore quand on étudie les pathologies, c'est d'essayer de mettre en lien finalement les biomarqueurs qu'on identifie dans nos pathologies avec la cognition. Et c'est ce qu'on a essayé de faire déjà ici au repos, en mettant en lien finalement ces biomarqueurs de connectivité locale, donc des hubs, avec différents tests de langage et de mémoire. Et ce qu'on a observé, c'est des patterns complètement inverses, avec ici une connectivité efficiente chez les patients avec une épilepsie droite, c'est-à-dire que plus ils ont une hyperconnectivité frontale, et meilleures sont leurs performances ici sur des scores de fluence principalement. Tandis qu'on observe plutôt le pattern inverse chez les patients avec une épilepsie gauche. Donc on peut aller regarder si la plasticité elle est efficiente ou non. Et puis on peut s'intéresser aussi, grâce à la connectivité, à autre chose que des biomarqueurs, mais aussi à la cognition. Essayer d'aller voir quel est le réseau cognitif finalement associé à nos patients. Donc ici, on s'est intéressé à des patients qui sont réfractaires aux médicaments et qui vont avoir du coup une chirurgie pour essayer de faire céder les crises. Et ce sont des patients qui parfois ont une chirurgie réussie, donc là c'est la condition N+, patients qui n'ont plus de crise en post-opératoire à long terme. Et puis pour la seconde condition, ce sont des patients qui malheureusement continuent d'avoir des crises après la chirurgie. Et ce qu'on observe dans leur réseau cognitif, c'est-à-dire dans des réseaux composés ici, où les nœuds représentent ici des indices neuropsychologiques ou des tests neuropsychologiques, tests verbaux, non-verbaux, etc., c'est que le réseau cognitif associé aux patients avec une issue favorable a tendance à être fortement interconnecté, donc un soutien des différents tests entre eux, finalement, des différents indices neuropsychologiques, tandis que chez les patients qui ont une issue post-chirurgicale délétère, le réseau cognitif a tendance à être plus fragmenté et composé de différents modules moins fortement interconnectés. Donc on observe même au niveau de la cognition des différences, et c'est intéressant d'aller caractériser ces différences sous forme de réseau plutôt que sous forme de score pathologique ou non. Et puis on va pouvoir s'intéresser aussi à d'autres conditions qui ne sont pas forcément des conditions pathologiques, comme par exemple le vieillissement traditionnel ou le vieillissement sain. Avec ici, donc on a des modèles qui montrent par exemple une réorganisation de l'activation essentiellement au niveau frontal, avec un pattern de shift de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit par exemple, en tout cas une bilatéralisation de l'activation qui est plus importante dans le vieillissement que chez les sujets jeunes. Et ce qu'on observe pour le langage en particulier, c'est un autre shift, c'est un shift ici antéro-postérieur, donc avec un déplacement de l'activité vers des régions postérieures, en ce qui concerne en tout cas le langage et chez les personnes âgées. Et effectivement, c'est ce qu'on a pu observer sur notre connectome langage, où on a regardé ce qui se passait ici chez les personnes âgées, et ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'il existe une augmentation des hubs, c'est-à-dire des régions clés, plutôt pour des régions postérieures chez ces sujets âgés-là. Donc on a pu confirmer finalement, ou en tout cas apporter des éléments de preuve en faveur de ce modèle-là. Donc la connectivité, c'est un outil qui est pertinent et adapté à l'étude de diverses formes de neuroplasticité. Et pour vous faire une synthèse, donc la connectivité, elle permet une redéfinition, une précision des modèles, donc d'aller plus loin dans ce qui était décrit jusqu'ici, notamment avec l'étude de configuration qui sont plus larges et qui vont impliquer les relations interfonctions. Et puis, on vient de le voir, c'est aussi un outil qui est pertinent pour l'étude des différentes formes de neuroplasticité. Alors, si cet outil est pertinent, il faut faire attention quand même, ce n'est pas une baguette magique finalement qui va nous permettre d'étudier le cerveau, de nous donner toutes les réponses sur le cerveau finalement, mais c'est un bon angle de vue, un bon prisme pour étudier certaines caractéristiques liées au cerveau. Par contre, les conclusions qu'on va pouvoir obtenir sur nos analyses, elles vont dépendre de plein de facteurs, et notamment de la parcellisation qu'on a utilisée. Donc si on utilise des parcellisations plus ou moins fines, et bien ça va aussi jouer sur les résultats qu'on va obtenir, donc sur la finesse des résultats. On va avoir aussi, et je le disais tout à l'heure, le thresholding, c'est-à-dire le seuillage de la matrice de corrélation vers la matrice d'adjacence qui va jouer, puisque c'est à nous d'essayer de trouver ce meilleur seuil, quelles sont les corrélations les plus pertinentes et celles qui seront à conserver. Et malheureusement, donc même s'il existe des manières d'essayer de voir si les résultats qu'on observe sont robustes, il n'existe encore pas à l'heure actuelle de gold standard qui nous permet d'être certains finalement des résultats observés.
Et donc, on va pouvoir se demander aussi quelles peuvent être les autres applications de la connectivité et quelles vont être les perspectives après l'étude de la connectivité. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place après ? Et il en existe plusieurs, mais nous, globalement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer d'étudier cette connectivité cérébrale, mais d'un point de vue multimodal et vraiment pleinement intégré. Donc, c'est-à-dire de capitaliser, de prendre en compte les différents marqueurs qu'on essaye d'étudier séparément. Donc aujourd'hui, j'ai surtout présenté des marqueurs IRM fonctionnels de tâche ou de repos, mais globalement, on extrait différents marqueurs aussi sur le plan structurel, et on aimerait essayer de mettre en lien ces biomarqueurs pour s'approcher de la réalité neurobiologique, en tout cas d'être plus proche de cette réalité neurobiologique en intégrant statistiquement les différents biomarqueurs. Et après, ici, je voulais terminer cette présentation avec, en insistant sur le fait que la connectivité cérébrale, finalement, elle est transdisciplinaire, elle a démarré déjà en dehors des neurosciences cognitives, on s'en est saisi, mais elle permet, par exemple, d'étudier ici chez une population de macaques et plutôt sur de l'éthologie, finalement, d'essayer de voir le réseau social de singes avant et après catastrophe. Et les auteurs se sont rendus compte qu'après catastrophe, les singes avaient tendance à multiplier les interactions sociales, et je me suis dit que ça pouvait permettre de faire un parallèle à la situation actuelle, et peut-être que si on mime finalement ce comportement-là, post-Covid, peut-être qu'on aura tendance à multiplier les relations sociales. En tout cas, le fait qu'on puisse reprendre ces activités de réseautage, ou en tout cas c'est comme ces rencontres de jeunes chercheurs, finalement, ça laisse présager que peut-être on pourrait se comporter comme ça. C'est une ouverture, un espoir, j'espère, pour la suite. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.